Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous parle de toutes les lectures graphiques que j'ai effectuées pendant le Pumpkin Autumn Challenge, que ce soit des albums jeunesse, bandes dessinées ou encore des mangas. J'en ai peut-être presque une dizaine. J'ai tout ça à vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment hâte, même si c'est la deuxième fois que je vous filme cette vidéo, parce que la première fois, j'ai supprimé les fichiers sources par erreur, donc je me retrouve à refaire cette vidéo-là 2 mois plus tard. Donc je sais pas si je me souviens parfaitement de ces lectures-là, ça commence à dater, il y a eu tellement eu d'événements entre-temps, il y a eu Noël, il y a eu le jour de l'an, il y a eu le couvre-feu, donc vous me pardonnerez si c'est pas aussi clair que cela a été la première fois que j'ai filmé. De toute manière, vous pourrez pas comparer parce que vous verrez jamais l'autre vidéo. Psychologiquement, je pouvais pas juste passer par-dessus, j'avais vraiment envie de clore le sujet et de vous parler de toutes mes lectures que j'ai faites pendant ce challenge-là, même si, comme je disais, ça fait 2 mois que c'est terminé. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures graphiques, mais dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des romans que j'ai lus pendant ce défi-là. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais y aller dans l'ordre du défi, donc on va commencer avec le premier menu. Donc, je regarde mes notes et je me rends compte que j'avais vraiment pas lu de lecture graphique pour le premier menu. Donc, on va tout de suite passer au deuxième qui était Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, Il fait un temps épouvantail. Pour cette sous-catégorie-là, j'ai lu Sorcière par Joris Chamblin et Lucille Chibaudy aux éditions Ken. C'est l'intégrale, donc les tomes 1 à 3 de la série. Donc, moi j'avais vraiment aimé les carnets de cerises du même auteur qui sont très chers à mon cœur et que j'ai pas encore terminé la série. Donc, je pense que je m'attendais un petit peu à quelque chose du genre quand je suis embarquée dans Sorcière. Malheureusement, c'est là que j'ai fait une erreur et c'est pour ça je pense que j'ai été un petit peu déçue parce que Sorcière s'adresse à un public beaucoup plus jeune et il n'y a pas cette nuance-là comme dans les carnets de cerises qui sont comme vraiment pour un public très large. Donc ça peut s'adresser autant à des jeunes qu'à des adultes, mais ici on s'adresse vraiment aux jeunes directement et ça se ressent vraiment. Donc c'est pas de mauvaise chose, mais comme pour quelqu'un qui est comme vraiment adulte, c'est un petit peu décevant. Malgré tout, je me suis quand même délectée dans ces pages-là, dans ces planches-là, puisque les illustrations sont ultra colorées et l'histoire était parfaite pour l'Halloween parce que je l'ai lu exactement le 31 octobre. C'était juste parfait pour moi qui a tout le temps peur de tout, donc ça, j'ai rien à redire là-dessus. Ici, on va suivre deux sœurs qui s'appellent Miette et Harmonie qui vivent dans un village de sorciers, donc tout le monde fait de la magie. Il va arriver plein d'aventures, plein de rebondissements et évidemment, la plus jeune va toujours se mettre les pieds dans les plats et la plus vieille va devoir aller la rescaper. Donc je vous dis pas trop ce qui se passe, mais on retrouve tous les clichés des sorcières et c'est ça qui est vraiment beau. En même temps, c'est très cliché, mais en même temps, c'est vraiment revisité sous un nouvel angle. Donc bien sûr, on va voir des chaudrons comme on a sur la couverture, mais on va avoir des balais volants, on va avoir aussi des chats noirs, des sorts qui sont jetés, des hiboux qui ramènent le courrier. Donc pour ça, c'était vraiment chouette là. Peut-être quelqu'un qui est plus jeune, qui aime vraiment les histoires de sorciers et qui est quand même assez peureux, ça peut le faire. Donc pour ça, je pense que j'ai donné 3 étoiles sur 5. J'ai passé un bon moment, mais disons que j'ai été un petit peu déçue à cause de mes attentes. Ensuite, pour la sous-catégorie Siroter un chocolat chaud sous les saules, j'ai décidé de lire Élie et Gaston, l'esprit de l'automne. Donc, je pense que c'est un tome 1, mais il n'y a comme pas de numéro qui est écrit distinctement sur la bande dessinée. Donc, j'espère que c'est un tome 1, honnêtement. Et c'est écrit par Ludovic Villain et dessiné par Céline Desrignocourt aux éditions Ankama. Honnêtement, les dessins étaient superbes. J'ai vraiment adoré, c'est comme tout en courbe, tout en rondeur et ça me plaît beaucoup comme style d'illustration. Mais au-delà du visuel, l'histoire était vraiment chouette aussi. On va avoir une petite fille et son chat, donc Élie et Gaston, qui vont chez la grand-mère dans le fond. Passer un peu de temps, mais ils s'ennuient, donc ils vont décider d'aller dans la forêt et ils vont littéralement se faire attaquer par la forêt. Ils vont devoir percer le mystère pourquoi la forêt se rebelle comme ça. Et c'est avec l'aide des animaux qu'ils vont pouvoir percer ce secret-là et sauver un peu tout ce beau monde-là de cette malédiction. Franchement, c'était super chouette à lire en automne, c'était vraiment agréable et franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'était juste doux, poétique et vraiment emballant.
Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'action. C'est peut-être un peu ça que je lui reproche. J'ai pas vraiment donné la note parfaite pour ce livre-là, j'ai donné 4 étoiles sur 5, mais je vais définitivement le garder pour les graphiques que j'ai vraiment adorés, qui sont vraiment dans mon style. Et puis c'est sûr que je vais continuer la série si jamais il y a un tome 2, donc on va se croiser les doigts pour ça. Ensuite de ça, pour la catégorie farine en assiette, sinon pas de piécette, la référence que personne n'a comprise. Si quelqu'un l'a, vous me direz dans les commentaires parce que même à ce jour, je ne comprends toujours pas si blague il y a. Donc pour ça, premièrement, j'ai lu un album jeunesse qui s'appelle Le loup et le... Non, pas le loup et le talisman du loup, je me trompe à chaque fois. Par Myriam Daman et Nicolas Girard et illustré par Julia Sarda, une illustratrice que je suis depuis des années. Et c'est édité chez Gallimard Jeunesse, mais franchement, je lis pas beaucoup d'albums jeunesse. Puis quand je dis album jeunesse, c'est quand même assez jeunesse. C'est vraiment un livre pour enfants avec des grandes illustrations et pas beaucoup de texte. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire-là et puis je vais le conserver, je pense, pour le jour où j'aurai des enfants et que je pourrai leur lire parce que j'ai vraiment adoré cette histoire-là. Ici, on va suivre surtout un loup assez fantastique, on va dire. Il est assez grand et puis il est capable de comprendre les humains. Il va être attiré par une voix dans la forêt qui lui plaît énormément. Une jeune femme qui chante, puis à un moment donné, il va se rendre compte qu'il était deux à la base dans la maison et puis elle va se retrouver toute seule. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a le père qui est décédé, la jeune fille, elle va être vraiment triste. Et le loup, quand il va s'apercevoir de ça, il va vouloir aller l'aider, mais il peut pas lui parler, donc c'est là qu'il va aller chercher un talisman pour qu'il puisse avoir la possibilité de vraiment exprimer sa parole verbalement. Et puis, je vous dis pas la suite là, parce que je pense qu'on est rendu déjà aux 3/4 et c'est assez court, c'est vraiment pas long comme lecture. Je pense que ça se lit en 15 minutes en tant qu'adulte, là. Mais évidemment, je pense que les enfants peuvent le regarder pendant des semaines tellement que c'est beau et c'est juste vraiment magnifique. J'adore les illustrations qui sont assez graphiques et même les teintes de couleurs qui sont utilisées. Le talisman du loup, ça a été un gros coup de cœur, étonnamment, pour une si petite lecture et j'espère que vous allez le prendre parce que au-delà que ce soit vraiment un bel objet, l'histoire est vraiment chouette pour des enfants, surtout si vous voulez les initier à peut-être un aspect un peu plus fantastique, là, je trouve que c'est vraiment chouette comme histoire. Et finalement, pour la sous-catégorie Window to the Past, j'ai lu Sorceline, le tome 1, donc par Sylvia Doué et Paola Antista, aux éditions Vent d'Ouest. Donc c'est le tome 1, Un jour je serai fantasticologue. Donc qu'est-ce qu'un fantasticologue? On l'apprend dans ce livre-là, c'est ce que Sorceline veut être. Donc elle va faire des études pour devenir un peu quelqu'un qui étudie les créatures fantastiques. Donc on va avoir droit à des gorgones, des faées, plus des fadettes. Des corbeaux fantastiques, albinos, bref, plein de genres de créatures, puis ça m'a beaucoup plu. Par contre, ce que j'ai moins aimé dans cette histoire-là, c'est vraiment Sorceline. Comment dire? Pas Sorceline en tant que telle, mais ses interactions avec les autres, puisque c'est un album jeunesse, une BD jeunesse qui est très courte. Et puis, en plus d'avoir toutes ces créatures-là qui sont introduites, un nouvel univers, Sorceline qui débarque dans une nouvelle école et qui doit apprendre, en plus des nouvelles règles, tous les étudiants. Mais en plus de tout ça, on va avoir déjà un triangle amoureux qui se forme. Et je pense qu'ils ont comme 10-12 ans, donc pour moi, j'étais comme un peu mal à l'aise avec ça. Comme la romance, je trouvais qu'elle n'avait pas sa place, puis je pense que j'ai entendu beaucoup de critiques qui étaient dans ce sens-là. Honnêtement, j'aurais vraiment enlevé cette partie-là pour vraiment me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire toutes les créatures fantastiques. Puis d'ailleurs, il y a comme un gros teasing sur la couverture avec plein de créatures, puis on en voit comme 2 qui sont représentées sur la couverture. Donc, au moins, les dessins étaient très beaux, mais je peux pas dire que c'était un coup de cœur, ni que je vais la garder, cette bande dessinée-là, malheureusement, parce que
je manque de place, là. La bibliothèque qui est derrière moi est pleine, puis ça commence à s'accumuler partout chez moi, donc j'essaie vraiment de garder juste les livres que j'ai vraiment aimés, que je pense relire un jour. Et malheureusement, ben, c'est pas le cas avec Sorceline. On passait au menu l'automne des Enchantresses, et pour la première sous-catégorie qui était les rêves d'aurore, j'ai décidé de lire The Wise Beast of the Wizarding Wisdom par Nagabe. C'est un manga one-shot édité chez Komiku. Komiku, je les adore, je pense que c'est une de mes maisons d'édition préférées. J'avais déjà lu un livre de Nagabe, j'adore vraiment son style qui est comme très sombre. Ici, ça se veut un peu un recueil de nouvelles où on va trouver 6 petites histoires courtes à propos de 6 couples homosexuels, donc homme-homme à chaque fois. Ben, je dis que c'est des hommes, mais c'est vraiment des créatures anthropomorphiques. Souvent, ils vont avoir une tête d'animaux, mais plus un corps à la manière des humains. Et la dernière histoire, je pense que c'est vraiment entre un humain et un ours anthropomorphisé. J'aimais vraiment le concept, j'aimais vraiment le fait que ça se passe dans une école de magie. Malheureusement, l'école de magie est vraiment là juste pour dire que ça se passe dans une école de magie, mais on la voit pas vraiment, on voit pas tant que ça non plus les élèves faire de la magie. Donc pour moi déjà, j'étais super triste parce que c'est à ça que je m'attendais. Les romances non plus, c'est vraiment pas mon genre et je ne savais pas du tout que c'était que des romances qu'il y avait là-dedans. Mais au-delà que ce soit des romances, j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment problématiques. La première histoire, il y a un chat et un lapin qui vont se côtoyer et il y en a un des deux qui va lui faire boire un filtre d'amour à l'autre et profiter de cette potion-là pour, je dirais pas l'harceler, mais pour l'embrasser. Malgré que l'autre, il est comme complètement sous l'effet du filtre, on dirait qu'il l'a comme drogué pour profiter de lui. Et il y a une autre histoire qui m'a vraiment rendue mal à l'aise aussi, un professeur comme 600 ans qui fantasme sur son élève de comme 13-14 ans. Donc, ok, oui, ça se peut des histoires qui sont entre des âges différents, mais là, c'est vraiment extrême. Et il y en avait d'autres que je vous nommerai pas, mais il y en avait quelques-unes qui étaient un peu plus cute, là, mais en général, c'était pas super pour moi. Donc, celui-là non plus, je pense pas que je vais le garder, malheureusement, même si j'ai vraiment adoré les dessins qui étaient vraiment chouettes et j'ai vraiment adoré comme le traitement des créatures et comment ils étaient dessinés. Mais à part ça, honnêtement, tout ce que je voulais, c'était pas dans ce manga-là. Ensuite de ça, pour la sous-catégorie Sarah Bernard, Monstre sacré, où il fallait lire un livre avec de l'art dedans, j'ai décidé de lire Wabi Sabi de Amaya Arrazolas. Dans le fond, c'est une artiste espagnole qui va au Japon pour la première fois, puis elle va un peu relater ses expériences, son voyage et son ressenti, plutôt les chocs culturels qu'elle va rencontrer au fil des jours qu'elle va passer là-bas. Donc, un mois, c'est assez court, mais c'est assez long aussi pour avoir les chocs culturels entre l'Occident et l'Orient. Je suis allée au Japon en 2019 et je vous dirais que c'est drôle parce que j'ai exactement eu le même ressenti qu'Amaya. Honnêtement, toutes les choses qu'elle dit, c'est vraiment un choc, surtout quand tu connais pas la culture nippone. Et je vous dirais que malheureusement, peut-être à cause que je l'avais déjà vécu, pour moi, c'était un peu déjà vu. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus profond. Je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui connaît pas le Japon et qui veut en apprendre plus et qui aimerait vraiment en savoir plus sur la culture, parce qu'on va avoir vraiment tout qui est expliqué en détail et je pense que ça peut aider à faire voyager dans une époque où on peut pas voyager justement. Donc, pour toutes ces raisons, si vous ne connaissez pas le Japon, je pense que ça peut être une bonne lecture. Si vous êtes déjà allé, je vous dirais de passer votre tour et de garder vos souvenirs de voyage, ou à moins que vous vous sentiez vraiment nostalgique. En plus de ça, j'ai pas vraiment aimé les dessins, le style graphique de l'illustratrice que je trouvais assez brouillon. C'est pas du tout ce que je recherche. J'ai vraiment plus d'affinité avec des dessins qui sont vraiment plus léchés, plus en rondeur, avec des couleurs pleines, et là c'était vraiment des crayonnés assez rapides, donc j'ai pas vraiment accroché malheureusement. Mais cela dit, je pense que ça peut vous plaire pour plein de raisons si jamais vous voulez en découvrir plus sur le Japon.
L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'était pour la sous-catégorie Les écailles de Mélusine. J'ai lu le tome 4 de Nin. Donc ici, c'est par Darlo Épillet et c'est de la Cathédrale de fer aux éditions Les Malins. Je sais qu'en France, c'est sorti aussi aux éditions Ken. J'avais rencontré l'illustrateur au Salon du Livre, ça date de quand maintenant? C'était quand le dernier Salon du Livre? Je pense que c'était en 2019 et puis il venait de Belgique expressément pour ça, donc j'avais vraiment saisi ma chance d'aller lui parler. Puis à ce moment-là, le 4e tome n'était pas encore sorti, donc il m'en parlait et j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Et malheureusement, quand je me suis plongée là-dedans, déjà, je me souvenais plus trop des premiers tomes, c'est peut-être un peu de ma faute, j'aurais peut-être dû les relire ou peut-être vraiment regarder plus des résumés des 3 premiers tomes. Mais quand je suis arrivée là-dedans, il y avait comme tous les événements qui s'étaient passés qui, évidemment, avaient des conséquences sur ce qui se passait. Et en plus de ça, il y a comme les nazis qui débarquent dans un monde où ce que, je ne l'ai pas dit, là, mais ici c'est Nin qui est découverte dans le métro et elle va être élevée par 2 papas qui vont vraiment la traiter comme leur propre fille. Et un jour, elle va commencer à avoir des papillons, à entendre des voix dans le métro, puis de fil en aiguille, elle va découvrir une ligne secrète dans le métro parisien, la ligne noire. Et à partir de cette ligne-là que personne ne connaît, il y a des stations, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des fantômes, il y a des créatures assez étranges, et il y a même dans celui-là, un bunker nazi qui a vraiment existé et qui, je pense, est toujours là d'ailleurs, mais pas accessible au public. Et il va y avoir évidemment ces nazis-là qui veulent essayer de regagner du pouvoir parce que, ben, ils ont perdu. Et je dois dire que j'ai pas trop aimé la direction dans laquelle s'en allait, qui était comme avant plus légère, plus douce, plus agréable, disons, avec des côtés vraiment fantastiques. Ici, je dirais pas que ça tend vers l'horreur, mais ça tend vers un côté beaucoup plus sombre avec vraiment une partie de l'histoire qu'on veut peut-être pas déterrer, je sais pas. Mais bref, je sors mitigée de ça parce que j'aime toujours Nin, mais en même temps, si ça continue dans cette direction-là, je sais pas si je vais continuer la série. Et la dernière BD que je voulais vous parler, la dernière et longue la moindre, c'est une série que j'ai toujours des coups de cœur pour celle-là. Édité chez Gallimard Jeunesse. Donc ici, c'est 5 mondes par Mark Siegel, Lexi Siegel, Zante Bouma, Matt Rockefeller et Boyasson. Donc le 4e tome qui s'intitule Le chant de l'ambre. Ça commence à faire beaucoup de tomes. Comment vous expliquer tout ça? Donc, je pense que ça va être plus simple en visuel. Donc, ici, on est sur la planète Salasandra, qui est une des 4 satellites du Mondo Mani où se déroule la première histoire. Et dans le premier tome, on a aussi une jeune fille qui s'appelle Una et qui est danseuse de sable et qui va se révéler être l'élu qui doit allumer les 5 phares sur les 5 mondes afin de briser une malédiction qui est en train de s'établir sur les 5 planètes. Et cette malédiction-là, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. Donc, comme vous pouvez comprendre, il y a vraiment un discours très écologique dans cette BD-là. Et surtout dans celle-là, je trouve qu'il y a encore plus un autre niveau parce qu'on a les médias, les fake news qui embarquent là-dessus et qui vont vraiment se mettre contre Una et ses amis pour vraiment l'empêcher d'allumer le phare. Il y a plein de secrets qui se tournent autour de ce phare-là, de ce monde-là. Je trouve ça intéressant parce que dans chaque monde, ils ont vraiment leurs croyances, leurs caractéristiques physiques différentes, des peuples différents, des créatures différentes, des divinités différentes. Et je trouve que c'est vraiment riche pour ça. Et dans celui-là, il va y avoir vraiment des légendes qui vont surgir et qu'il faut vraiment écouter. En tout cas, Luna, il faut qu'elle les écoute si elle veut réussir sa mission. Et je trouve ça vraiment chouette et j'ai vraiment hâte aussi au dernier tome, même si je pense que je vais avoir le cœur brisé parce que la série va être terminée. Mais ils sont 5 là-dessus et ça sent vraiment, les couleurs sont super belles, les planches sont super belles, les illustrations, ça fait un petit peu manga mais sans l'être vraiment, mais
Tu sais, c'est comme, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a vraiment du stock dans cette BD-là. Et franchement, si vous n'avez pas commencé la série, là, si vous aimez les trucs peut-être un peu plus jeunesse, science-fiction, fantasy, fantastique, c'est vraiment une série à mettre entre toutes les mains. En plus, j'adore vraiment la morale écologique dans cette bande dessinée-là. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires comme d'habitude si vous avez lu une bande dessinée, un manga ou même un album jeunesse que j'ai présenté aujourd'hui ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce à cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Je sais que je le dis pas souvent, j'oublie tout le temps, mais honnêtement, ça fait toute la différence. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!